Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 12e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et donc dans cet épisode, en fait, il s'agit de la deuxième partie du tuto dédié à la recréation d'un système de aim assist inspiré de celui de Halo 5. Donc ici, dans cet épisode-là, nous allons nous attarder principalement à comment modifier la position du réticule, comme vous pouvez le voir ici, pour ajuster la trajectoire du projectile. Donc là, par exemple, lorsque je tire, vous voyez que le projectile se place clairement au niveau du réticule, et nous allons voir également comment justement se caler sur l'ennemi qui se trouve le plus près. Donc pour rappel, ce système-là va fonctionner comment? C'est dès qu'un ennemi va se trouver dans le cercle jaune, nous allons engager notre système, c'est-à-dire que nous allons toucher vraiment une cible. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti! Alors, donc là, on se retrouve dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous découvrez cette série, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la zone de description pour regarder la série depuis le début, parce que je pense que ça risque d'être difficile de comprendre si vous ne le faites pas. Alors, pour rappel, dans l'épisode précédent, nous avons utilisé la classe HUD pour créer les différents cercles que vous pouvez voir à l'écran, qui représente en fait différentes zones de notre système de aim assist. Donc pour rappel, la zone qui se trouve entre le cercle rose et le cercle cyan, c'est une zone de magnétisme en fait qui va ralentir la vitesse de la caméra. Ensuite, entre la zone cyan et la zone jaune, c'est la zone de bend, donc c'est celle à partir de laquelle le réticule va commencer à se rapprocher un petit peu de la cible afin de faciliter en fait la visée. La zone jaune, c'est la zone d'engagement, donc à chaque fois qu'il y aura une partie du corps d'un ennemi qui va être inclus dans cette zone jaune, on va engager le système et donc on va toucher cet ennemi en particulier. Et la zone rouge, c'est celle en fait qui représente la zone de headshot. Donc dès que la tête de l'ennemi se retrouve dans cette zone-là, nous allons prendre en compte justement sa tête. Mais ça, nous allons faire dans l'épisode suivant. Dans cet épisode-là, nous allons justement commencer à implémenter le fait de définir à quel moment est-ce qu'on est dans la zone de bend, donc c'est-à-dire lorsque le réticule va commencer à bouger pour se caler sur la cible la plus proche. Et donc, pour commencer cet épisode, nous allons faire un tout petit peu de rangement. Donc là, je vais créer dans le dossier core un nouveau dossier que je vais appeler ennemi. Et dans ce dossier-là, je vais venir glisser tout ce qui colle à l'ennemi, donc du coup le BP ennemi master. Ensuite, je vais prendre le fils mannequin, PM head et PM body que je vais glisser dans ce dossier ennemi. Ensuite, ici, je vais créer un animation blueprint assez basique, histoire de donner un peu plus de vie à cet ennemi-là, et nous allons faire également le même setup que vous avez vu en début de cet épisode. On va placer un deuxième ennemi, et on va faire un autre ennemi qui va glisser de gauche à droite, afin de vérifier si notre système fonctionne très bien, tout simplement. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais aller dans Animation, Animation Blueprint, je vais choisir le Uniform Mannequin Skeleton, je fais OK, je vais appeler ça ABP ennemi, je vais l'ouvrir. Hop, et tout ce que je vais faire ici, c'est juste ajouter une animation, je ne sais pas si vous allez voir avec ma caméra, Third Person Idle. Juste brancher ça ici. Je compile, comme ça l'ennemi se met en position idle. Et je vais aller dans le blueprint Enemy Master. Je vais sélectionner le mesh, et ici je vais assigner ABP ennemi. Voilà, comme ça au moins on a un ennemi qui ne reste pas constamment en T-pose, et au moins on a quelque chose d'assez réaliste, on va dire. Ensuite, je vais prendre cet ennemi-là, je vais maintenir la touche Alt et je vais déplacer pour créer un deuxième ennemi. Je vais le mettre à peu près ici. Ensuite, je vais toujours maintenir la touche Alt et je vais déplacer un autre ennemi derrière. Et celui-là, je vais le faire bouger afin de vérifier si notre système fonctionne très bien. Donc pour info, ce qui va se passer, c'est que dans notre système, on va ajuster la position du réticule. Par contre, admettons que je suis comme ça, comment est-ce qu'il va choisir l'ennemi à viser? Il va choisir en fait l'ennemi qui est le plus proche du centre de l'écran. Résultat, ça va pas paraître, comment dire ça, unfair, je sais pas comment on dit ça en français, injuste, de viser l'ennemi qui est tout à gauche, alors que l'utilisateur est peut-être en train de viser l'ennemi qui est à droite, situé derrière. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire bouger cet ennemi-là? C'est simple, on va venir ici dans Cinematics, tout en haut. Je vais faire Add Level Sequence. Je vais le placer dans le dossier ennemi.
et je vais appeler ça ls pour level sequence underscore, et je vais appeler hop, moving enemy. Donc, je fais sauvegarder. Et donc là, ici, vous allez avoir un petit truc qui apparaît. Si vous n'avez jamais utilisé Sequencer, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire bouger notre ennemi. Je vais venir ici, il me semble que c'est 30 fps. Voilà, vous cliquez sur le 30 fps. Show time as, on va mettre seconds. Comme ça, au moins, on peut voir les secondes qui s'écoulent. Ensuite, je vais sélectionner l'ennemi qui se trouve derrière. Je vais cliquer sur track. Je vais l'ajouter en choisissant Actor to Sequencer et voilà, Add BP Enemy Master 3. Donc, c'est l'ennemi que nous sommes en train de sélectionner. Ici, je vais cliquer sur le petit plus pour dire, voilà, je veux traquer quelque chose, je veux bouger quelque chose et je vais choisir du coup ici le Transform. Donc là, le Transform, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, on va placer des clés ici dans la timeline pour dire, bon, bah, l'ennemi, il se place à cet endroit-là d'abord, ensuite je vais le bouger, et ainsi de suite. Donc là, toujours en gardant l'ennemi sélectionné, je vais cliquer sur le petit plus ici pour placer une clé. Ensuite, je vais déplacer mon curseur à 2 secondes 5 ici. Je vais déplacer mon ennemi tout à droite, là par exemple, et je vais encore cliquer sur la petite clé. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en 2 secondes 5, il va aller de la première clé à la deuxième clé. Et enfin, pour qu'il puisse revenir sur la fin, ici, je vais sélectionner la première clé. Je vais maintenir, si je ne me trompe pas, la touche Alt. Voilà, pour en faire une copie, un peu comme lorsqu'on déplace un personnage. Et je vais mettre la clé ici à 5 secondes. Résultat, ce qui va se passer, lorsque je vais faire play, il va aller à droite et il va revenir sur la gauche. Le tout en 5 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais sélectionner le level sequence ici. Donc, vous avez vu qu'il y a un nouvel acteur qui a été placé là. C'est en fait l'acteur qui représente cette animation, justement. Donc, je vais le sélectionner. Et ici, dans les détails, on peut changer, par exemple, la vitesse de play. À quelle vitesse est-ce que ça bouge? Je vais mettre... est-ce qu'il y a... Hop. Il va peut-être un petit peu trop vite pour le coup. Je vais juste ralentir à 0,5 pour aller 2 fois plus lentement. Comme ça, au moins, on a un mouvement qui va permettre de mieux analyser le mouvement du personnage. Bon, là, pour le coup, ça se voit peut-être pas. Je vais cocher la case Autoplay pour lancer automatiquement cette fameuse animation. Et le loop ici, je vais dire Loop Indefinitely. Ça veut dire qu'il va faire que de bouger de gauche à droite non-stop. Donc, je vais lancer pour faire le test. Hop. Et donc là, ok, on a bien notre ennemi qui bouge. On peut donc commencer à coder la logique de notre système. Donc là, je vais fermer le petit onglet Sequencer, on n'en a plus besoin, et je vais aller dans mon dossier Core, Aim System, et je vais ouvrir le AC Aiming System. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par créer une fonction qui va nous permettre en fait de chercher les pawns, donc les différents ennemis qu'il y a en jeu, et qui va dire, en fait, tout simplement, sur quel ennemi est-ce qu'on va engager? On va déjà essayer de vérifier si un ennemi se trouve dans une zone active de notre aiming system. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Nous allons lancer en fait, donc je vais lancer ici l'exécution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer plusieurs sphères dans le monde, donc un sphere trace, et on va récupérer tous les ennemis qui sont touchés par ces sphere trace, et ensuite on va vérifier leur position à l'écran pour vérifier s'ils se trouvent dans la zone influencée par notre aiming system. Donc ici, je vais aller dans mon AC Aiming System et à gauche, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler Search for Pawn to Engage on. Donc, on va chercher un pawn sur lequel nous pouvons engager le système. Alors, comme je le disais, nous allons lancer plusieurs sphères et nous allons chercher les différents pawns qui se trouvent à l'écran. Donc là, je vais faire appel à un multi-sphere trace for objects. Donc, on va chercher un type d'objet bien spécifique et ce type d'objet, ça va être des objets de type pawn. Donc là, le object types ici, je vais tirer un make array pour spécifier justement quel type de pawn est-ce qu'on va viser. Je vais choisir pawn, comme ça on va dire voilà, on va lancer plusieurs sphères dans le monde et on va récupérer seulement les objets qui sont de type pawn, c'est-à-dire que le décor du coup ne va pas entrer en compte dans ces sphere trace tout simplement. Alors, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas la fonction multi-sphere trace for objects, en fait, ça va lancer des sphères, comme je le disais, ça va chercher des objets qui correspondent à ce type d'objet,
Et en fait, ici, on va sortir tous les hits, toutes les choses que nous avons touchées, qui sont prises en compte par ce Sphere Trace. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Déjà, on va ajouter ici un make array dans le actors to ignore, et je vais chercher le get player pawn. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? En fait, comme son nom l'indique, ce paramètre-là permet de définir les différents acteurs qu'on va ignorer avec ce Sphere Trace. Parce que peut-être qu'il y a des acteurs qui entrent en compte dans cette catégorie d'objets, mais qu'on ne veut pas prendre en compte pour le coup. Et dans ce cas-là, j'ai juste décidé de ne pas prendre en compte le player, tout simplement, parce que c'est pas lui qu'on vise de base. Le radius ici, c'est le rayon de la sphère. Pour le coup, j'ai fait des tests et je trouve que 300, une sphère de 300, de rayon de 300, c'est suffisant. Je vais faire un clic droit, promote variable, et je vais appeler ça search trace sphere radius. Donc le rayon de la sphère qui va permettre de chercher les pawns. Ensuite, il nous faut un point de départ et un point d'arrivée. Donc le point de départ et le point d'arrivée, c'est le point à partir duquel la sphère apparaît. Et le point d'arrivée, c'est jusqu'où est-ce qu'on va glisser cette sphère pour essayer de trouver des objets qui rentrent dans la catégorie pawn. Alors, je vais écrire ici une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc, get player controller. Ensuite, je vais faire un project screen to world. Ensuite, je vais prendre un get viewport size. Je vais multiplier ça par un float que je vais initialiser à 0,5. En gros, je divise par 2 la taille. Hop. Alors, déjà là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le centre de l'écran, d'accord, avec le project screen to world, j'ai pris une position à l'écran, et en fait, ce nœud-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va définir, en fait, il va lancer une sorte de rayon depuis le centre de l'écran, et il va aller chercher le point vers lequel je suis en train de viser. Donc ici, je prends le centre de l'écran, et il va envoyer, en gros, admettons, si je lance ça et que je vise comme ça, en fait, il va me renvoyer la position dans le monde du point qui a été touché par ce rayon. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon, j'espère en tout cas. Et qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer déjà si on a touché quelque chose, et ensuite il va me dire quelle est la position de ce hit dans le monde, donc de l'objet qui est touché dans le monde. En gros, c'est comme si je disais, quel ennemi, où est-ce que je vise exactement avec mon arme. Le world direction, en fait, c'est un vecteur qui permet justement de définir la direction dans laquelle il faut aller exactement dans le monde pour atteindre ce fameux point justement à partir du centre de la caméra. Donc là, je vais ajouter encore une petite logique. Je vais faire un petit plus vector. Je branche ça dans le start. Ici, le world direction, je vais faire un multiply par un float. Je vais brancher ça là. Ici, je vais mettre une valeur de 500. Je vais faire un promote variable. Et je vais appeler ça search trace start offset. Donc ici, j'ai donc défini un point de départ, donc là où les sphères vont apparaître. Et comment est-ce que je l'ai choisi? J'ai choisi de prendre le centre de la caméra, donc avec le world position ici, auquel j'ai ajouté un petit offset de 500 dans la direction, juste histoire de faire apparaître les sphères, on va dire, devant le joueur, et pas au niveau de la caméra, parce que sinon, on peut avoir des petits bugs, parce que, admettons que je fais lancer les sphères depuis la caméra, et que je les fais glisser, en fait, notre système va prendre en compte aussi les ennemis qui se trouvent entre le player et la caméra. Et là, pour le coup, c'est pas bon, parce que on veut tirer sur des ennemis, donc il faut que les ennemis se trouvent après le player. Donc ici, j'ai mis une valeur de 500 par défaut, parce que je trouve que c'est pas mal, mais si jamais votre caméra est encore plus loin, n'hésitez pas à augmenter cette valeur pour être sûr que les sphères partent depuis l'avant du player, tout simplement. Ensuite, maintenant, nous allons prendre, je peux déjà même dupliquer cette partie-là, je vais brancher ça dans le end, je vais brancher le world position ici, et le world direction ici. Ensuite, ici, je vais supprimer ça, et je vais mettre une valeur de 2000. Je vais faire un clic droit, promote variable, et je vais appeler ça search trace range.
Alors là, j'ai donc défini un point d'arrivée de mes sphères. Donc elles apparaissent au point start, elles vont jusqu'au point end, et ensuite on va récupérer tous les objets qui ont été touchés par ces sphères. Le search trace range, en fait, c'est tout simplement jusqu'où est-ce que notre système est actif. Est-ce qu'il va, là pour le coup, notre système de aim assist va fonctionner jusqu'à un range de, si je me trompe pas, j'ai mis quelque chose comme 2000. Donc si vous voulez que votre aim assist fonctionne pour des ennemis qui sont plus loin que 2000, n'hésitez pas à augmenter la valeur de cette variable-là. Donc là, on va visualiser un petit peu ce qu'on a mis en place. Ce que je vais faire ici, le in yourself, déjà, ça ignore l'acteur qui est en train de lancer le système. Bon, pour le coup, c'est notre aiming system, il n'existe pas vraiment dans le monde, donc on peut faire décocher le in yourself. Je sais pas si ça permet d'économiser des ressources, mais bon, c'est toujours bon à désactiver. Et ici, dans les options, afin de visualiser un petit peu comment ça fonctionne, je vais venir choisir for one frame. Alors, je vais compiler ça, je vais aller dans l'event graph. Là, vous n'êtes pas obligé de reproduire ce que je vais faire tout de suite, parce qu'on va supprimer de toute façon après, mais c'est vraiment juste pour que vous visualisez un peu ce qu'on est en train de faire. Donc le search for pawn to engage on, je vais mettre ça dans l'event tick, je compile ça, et donc là, lorsque je vais lancer l'exécution, je vais faire un hop ici. Déjà là, vous commencez à voir un petit peu ce qui se passe. Hop, mauvaise manip, et je vais venir ici dans le eject. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une sorte de sphère qui est une sorte de capsule ici qui a été créée. Et donc, en fait, on a les sphères qui glissent. On a le point de départ ici et le point d'arrivée là. Et vous pouvez voir que, en fait, on a des petits carrés rouges qui apparaissent. Et en fait, ça prend en compte, du coup, tous les endroits où il y a eu un hit. Donc là, c'est vachement pratique. Pourquoi est-ce qu'on utilise un multisphere trace? Vous allez me dire, en fait, on pourrait utiliser une seule sphère qu'on lance et dès qu'on touche un pawn, ça, c'est bon, quoi, tout simplement. Et en fait, non, parce que justement, ici, on voit bien un exemple assez parlant, c'est que peut-être que je suis en train de viser, en fait, le pawn qui se trouve juste derrière. Et comme la sphère est plutôt grande, elle va s'arrêter au pawn qui est juste devant. Et c'est pas forcément, pour le coup, ce qu'on veut faire, parce que le aim assist pourrait apparaître, comment dire ça, pas très fair play, puisqu'il il va prendre en compte seulement le pawn de devant, alors que moi, je suis peut-être en train de viser celui qui est derrière. Et donc, ça paraît un petit peu injuste. Donc, maintenant que vous voyez un peu comment ça fonctionne, on va continuer ici l'implémentation du système. Donc là, je vais supprimer cette partie-là. Et hop, là, je mets sur None. Voilà, donc cet épisode, il risque d'être un petit peu long, je pense, parce que il faut vraiment que je vous explique tout, parce que ce système, il est assez complexe à mettre en place. Enfin, pas si complexe que ça, mais bon, sait-on jamais. Et là, je vais faire un clic droit sur le out hits, dans la fonction search for pawn to engage on. Je vais appeler cette variable-là, L, majuscule, underscore, hitted pawns. Alors attention, c'est bien une variable locale que je viens de créer. C'est ma petite convention que j'utilise à chaque fois, un L majuscule, afin de savoir que cette variable n'existe que dans la fonction. Ici, je vais faire un branch. Et donc là, c'est l'occasion de créer un return node. Donc je sélectionne la fonction, le output ici, je vais mettre dans le booléen b minuscule was pawn found, et je vais faire sortir également un vector 2D. Je vais appeler ça pawn screen location. Ensuite, là, je vais faire appel à mon return node. Je vais le brancher ici. Je vais laisser la case décochée et je vais mettre ici des valeurs de -1 et -1. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, ici, en gros, une fois qu'on a lancé nos sphères et qu'on a touché des acteurs qui doivent être pris en compte, on les stocke dans un tableau parce qu'on va traiter ce tableau tout de suite après. Et si jamais, donc le branch ici qui sort le booléen, pardon, il dit en fait, est-ce qu'on a touché quelque chose? Donc, en gros, est-ce que ce tableau des pawns contient des pawns? Si ce n'est pas le cas, si on n'a rien touché, on va envoyer ici dans le return node le was pawn found qu'on va laisser à false pour dire, non, on n'a trouvé aucun pawn, donc le système n'a pas besoin d'être exécuté. Et le pawn screen location, je le mets à -1, -1. Pourquoi? Parce que pour rappel, les coordonnées à l'écran sont exprimées, en fait, quand on commence à partir de 0. Donc de 0 et en X, ça va jusqu'à la taille de votre viewport, et en Y, ça va jusqu'à la hauteur du viewport. Donc là, du coup, si je mets -1, -1, c'est juste une petite sécurité, c'est pour dire, en fait, on est dans le coin supérieur gauche de l'écran, mais en fait, même en dehors de l'écran, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas faire,
comment dire ça, que notre système sera pris en compte correctement, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai ce tableau des pawns qui ont été touchés par le sphere trace, qu'est-ce que je vais faire? En fait, il va falloir trouver quel est le pawn qui se trouve, que l'utilisateur, que le joueur est en train de viser. Donc là, typiquement, dans cette situation-là, étant donné que le pawn de devant est dans le cercle jaune, on est censé engager sur lui. Mais là, dès que l'autre pawn entre dans le cercle jaune et qu'il est plus proche du centre de l'écran, bah, c'est lui qu'on va viser en fait. Et donc là, nous allons faire un petit calcul qui va nous permettre de définir quel est le pawn qui se trouve le plus proche du centre de l'écran, et du coup, quel pawn doit-on viser tout simplement. Donc là, dans le trou ici qui va sortir, je vais faire un for loop. On va parcourir l'ensemble des pawns qui ont été touchés. Voilà, je vais faire un get ici. Je vais faire un length. Et je vais faire un -1. Hop. Alors là, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître cette fonction-là, enfin ce nœud-là. Le for loop, en fait, il va parcourir, il va répéter l'action ici avec un index qui va aller de 0 au nombre de pawns -1. Pourquoi est-ce que je fais -1? C'est tout simplement parce que ici, si vous regardez l'exécution, enfin la description, ça exécute le loop body, donc la sortie ici, pour chaque index allant de start index, donc first index ici 0, jusqu'à stop index inclusive. Ça veut dire que c'est inclus. C'est-à-dire qu'en gros, étant donné qu'on a, admettons, 5 pawns de pris en compte, l'index final, il est à 4 en fait. Et comme c'est inclusif, ça veut dire que ça va aller jusqu'à la valeur qu'on va mettre dans last index. Donc si en fait on met une valeur de 5, on va s'arrêter à l'index 5, alors qu'en fait l'index commence à 0 et finit à 4. J'espère que vous comprenez. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le heated pawn. Hop, je vais faire un get a copy. Je vais brancher l'index ici. Ensuite, je vais faire un break hit result. Je vais prendre ici l'impact point et je vais faire un project world to screen. Là, je peux réduire ça, on n'a plus besoin. Ici, je vais faire un get player controller. Je branche ça ici. Je vous explique ensuite ce que je viens de faire. Je fais un get viewport size. Je le multiplie par 0,5, donc pour prendre le centre de l'écran toujours. Ensuite, je fais un distance 2D et je branche ça. Après, là, je vais faire un clic droit, promote to local variable. Je vais appeler ça L underscore heated bones dist to center. Je vais supprimer ce set-là pour pouvoir en fait convertir cette variable-là en un array ici. Et enfin, je reprends cette variable-là et je fais un get. Donc là, c'est des petites astuces pour aller un petit peu plus vite dans la création des variables. Je vais faire un add. Donc, je branche le loop body ici et je branche ça là. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc là, pour rappel, on parcourt tous les pawns pour récupérer ensuite le pawn qui est à chaque index. Donc, index 0, on passe là, on fait ce qu'il y a là. Index 1, on passe là, on récupère celui-là, et ainsi de suite. Ensuite, donc, pour les heated points, donc les informations de hit, je vais récupérer le impact point. Donc, le impact point, c'est la position du point de contact de la sphère, c'est-à-dire le point exact qu'on a touché sur l'ennemi. Ensuite, pour cette position-là, je vais utiliser le project world to screen. Donc tout à l'heure, on a fait une opération qui permet de projeter le centre de l'écran dans le monde. Ici, en fait, on fait l'inverse. Donc on a un point d'impact dans le monde, on veut savoir à l'écran où est-ce qu'il se situe. Ensuite, ici, j'ai fait le get viewport size divisé par 2, donc x 0,5 pour récupérer le centre de l'écran. Et j'ai récupéré la distance entre ces deux points. C'est tout. Donc là, j'ai stocké cette distance ici. Et du coup, j'ai fait un tableau des distances. Donc ce tableau-là, l'avantage, c'est que comme il a été ajouté à chaque index, on sait que l'index 0 de ce tableau-là, c'est la distance du pawn qui se trouve au niveau, à l'index 0 du tableau des hits. Donc, alors,
petite précision, c'est le souci avec ça, c'est que c'est pas forcément optimisé dans le sens où on va devoir lancer des sphères et vous avez bien vu tout à l'heure que du coup, pour chaque pawn, on a plusieurs points de hit, donc plusieurs petits carrés rouges. Du coup, là, on a beau avoir 3 pawns à l'écran, ben en fait, on le fait plusieurs fois par pawn et on récupère la position exacte. Ça, c'est des avantages parce que du coup, on peut récupérer le point précis sur l'acteur en question et bah, ça a ses inconvénients parce qu'on fait du coup beaucoup plus de calculs pour seulement 3 pawns. À vous de voir un peu comment vous préférez. Peut-être que vous préférez partir sur une version avec un simple sphere trace. Je vous laisse le choix. Là, je vous montre juste la solution que moi j'ai utilisée. Je trouve que c'est un bon compromis pour le coup. Et donc là, maintenant, une fois qu'on a fini de traiter tous les pawns qui sont là, je vais faire un petit calcul. Donc là, je fais appel à mon return node. Je vais mettre un reroute node ici. Bon, je laisse le code tel quel, je vous laisse le ranger ensuite. Hein. J'aime bien réorganiser mon code après chaque tuto. Et donc là, maintenant que j'ai ça, je vais prendre le heated pawn dist to center. Hop. Je vais faire un min of float array. Ensuite, le heated pawn ici, je vais faire un get. Je vais brancher ça là. Je vais faire un break hit result. Je vais aller chercher le impact point. Et je fais un project world to screen. Donc je branche ça là. Ensuite, je fais un get player controller. Et je branche ça ici. Alors, donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, j'ai pris cette petite fonction min of float array. Et en fait, cette fonction-là, tout ce qu'elle fait, c'est parmi ce tableau des floats, elle va récupérer la valeur la plus basse, le minimum. Donc du coup, bah, la distance la plus basse. Et il va envoyer l'index de cette distance minimale. On peut même récupérer la valeur de cette distance ici, mais bon, pour le coup, on n'en a pas besoin. Et donc, comme je vous disais, on sait que l'index 0 ici, c'est le même, c'est celui du même pawn que nous trouvons là. Ensuite, une fois que j'ai récupéré du coup le pawn, enfin le hit, l'information du hit qui se trouve le plus proche de l'écran, je refais un petit peu le même calcul qu'il y avait un peu plus haut pour dire, ben voilà, écoute, le pawn, l'endroit du pawn qui se trouve le plus proche de l'écran, il se trouve ici, au screen position, pawn screen location, et donc est-ce qu'on a trouvé un pawn? Oui, on a trouvé. Donc du coup, pour rappel, cette fonction-là va lancer plusieurs, je peux supprimer ça, plusieurs sphères dans le monde, elle va récupérer tous les pawns qui ont été touchés par ces sphères-là. Ensuite, on va récupérer la position du pawn qui se trouve le plus proche de l'écran, et on va envoyer cette position ici. Résultat, on sait exactement où est-ce que le point de hit le plus important se trouve à l'écran, et donc à partir de là, on va pouvoir vérifier par rapport à nos petits cercles ici, où est-ce que ce point de hit se trouve. Donc lorsque ce point de hit va se trouver dans la zone jaune, eh ben, on sait qu'on est en train de toucher un pawn. Si elle est dans la zone bleue ici, on sait qu'il faut commencer à déplacer le crosshair. Donc là, on va retourner dans l'event graph et je vais commencer à ajouter la partie qui va faire appel à notre système. Alors, plutôt que d'utiliser un event tick, je vais passer par un timer. Donc, je vais faire un sequence ici. Hop. Pour exécuter d'abord la partie qui concerne le debug. Et ensuite, ici, je vais faire un set timer by event. Je vais créer un custom event. Hop. Je vais appeler ça execute system. Donc, exécute le système. Et je vais brancher ça ici. Ensuite, là, je vais mettre un looping, et là, je vais faire 1 divisé par 60. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les timers, c'est assez simple, en fait. C'est quelque chose qui va lancer cet événement à intervalles réguliers. Donc, l'intervalle que j'ai demandé ici, c'est 1 divisé par 60, donc c'est 60 fois par seconde. En gros, je me cale sur une vitesse de 60 fois, 60 frames, 60 FPS, pardon. Donc, si on passe par l'event tick, en général, sur mon ordinateur, lorsque je lance les exécutions, si je ne me trompe pas, j'ai quelque chose comme 120 FPS. Et donc, faire 120 fois le calcul du aim assist, ça peut être très lourd, sachant qu'on n'a pas besoin de faire ce calcul autant de fois par seconde. Parce que le humain, je crois que c'est 25 FPS. Enfin, on peut
pour nous, ça bouge à partir de 25 images par seconde. Donc là, je mets 1 divisé par 60 histoire d'avoir quelque chose de relativement fluide. Et en gros, tous les 60e de seconde, du coup, on va exécuter notre système et on va réajuster le curseur. Donc ça coûte beaucoup moins cher qu'un Eventic. Au lieu de faire 120 fois ce calcul, donc 120 multi-sphere trace à la seconde, on va en faire seulement 60. Donc on économise quand même pas mal de ressources. Ici, le execute system, du coup, 60 fois par seconde, on va chercher un pawn sur lequel on doit engager le système. Ensuite, ici, je vais mettre un branch pour dire est-ce qu'on a trouvé un pawn ou pas. Et donc là, on va continuer la logique tout de suite après. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous est utile depuis le début. Et si vous avez appris de nouvelles choses, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un like, car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Et comme d'habitude aussi, hein, si vous avez des commentaires, des remarques, des propositions de tutos, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ci-dessous. Et aujourd'hui, je voulais vous dire un gros merci en particulier parce que il s'est passé quelque chose là au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y a environ 1 heure, même pas, je viens d'apprendre que ma chaîne a enfin été monétisée. Je vous ai fait un post dans l'onglet communauté. Je vous avoue que ça m'a beaucoup surpris parce que de base, je l'ai dit à certains d'entre vous, la monétisation n'était pas disponible jusqu'à il y a 1 mois d'ailleurs, hein, n'était pas disponible en Polynésie française. On n'était pas ici, nous, on ne pouvait pas adhérer au programme YouTube Partner qui permet de monétiser sa chaîne. Et donc là, je sais pas pourquoi, j'ai reçu ce mail automatique de YouTube disant que ça y est, c'est bon, je peux monétiser mon contenu. Et je vous avoue que ça fait super plaisir parce que c'est bien de pouvoir toucher un petit peu d'argent pour ce qu'on fait. Et donc voilà, comme je l'ai dit dans le post que j'ai mis là il y a quelques minutes, je veux pas vous la mettre à l'envers, mais je voulais quand même vous prévenir qu'à partir de maintenant, il y aura des publicités pendant mes vidéos. J'espère que ça vous dérangera pas trop, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, j'espère que vous comprendrez tout simplement pourquoi est-ce qu'il y a ces publicités. C'est tout simplement pour qu'on puisse toucher un minimum de revenus par rapport à nos vidéos. Et voilà. Je préférais vous prévenir. À partir de maintenant, vous aurez des publicités. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et merci en tout cas pour tout, parce que c'est grâce à vous, grâce à toutes ces vues, tous ces likes, tous ces commentaires qu'aujourd'hui, je peux enfin commencer à monétiser mon travail sur YouTube. Et même si ce n'est que quelques petits centimes, ça va m'aider. Hein, c'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Donc on va reprendre le tuto à partir d'ici. Donc dans le aiming system, on a ajouté l'appel au set timer by event. Donc, on peut chercher maintenant des pawns à l'écran pour visualiser quel est le pawn qui doit être pris en compte par le système de aim assist. Et donc, maintenant que nous avons la position de ce pawn à l'écran, on va pouvoir réajuster la position du réticule. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction ici, donc functions, et je vais appeler cette fonction adjust crosshair screen location. Donc, comme son nom l'indique, ça va ajuster la position du curseur. Donc, c'est cette fonction-là qui va permettre justement de faire bouger ou non le réticule en fonction du pawn qui a été identifié à l'écran. Alors, donc là, je vais mettre ça ici. Cette fonction-là, elle va avoir besoin du coup d'un vecteur 2D en entrée. Ça tombe bien. Et je vais appeler ça engaged pawn screen location. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous renvoyer cette fonction-là? Elle va juste nous renvoyer un truc, ici, vector 2D aussi, et ça va être adjusted crosshair. Donc là, en fait, c'est la position ajustée du réticule, tout simplement. Donc là, je vais brancher ça ici. En entrée, nous allons prendre la position de l'écran, du pawn à l'écran. Et en sortie, on va faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça crosshair screen location. Voilà. Ici, je vais faire appel à un autre set que je vais brancher dans le false. Je vais faire un get viewport size. Je vais multiplier par 0,5 pour récupérer justement le centre de l'écran. Voilà. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? C'est simple. Si jamais
notre fonction de recherche d'un pawn n'a rien trouvé, et ben, la position du curseur, donc du réticule, elle reste à sa position par défaut, c'est-à-dire au centre de l'écran. Si par contre nous avons touché un pawn, donc le Adjust Crosshair Screen Location que nous allons implémenter tout de suite, va nous renvoyer la nouvelle position du curseur. Peut-être que ça sera la position du centre, hein, tout simplement. Peut-être que si je lance mon système ici, peut-être que le pawn se situe dans la zone rose, c'est-à-dire la zone de magnétisme, pardon. C'est juste la zone dans laquelle on va ralentir la vitesse de la caméra, mais le curseur en lui-même, il va devoir rester au centre. Donc, maintenant, nous allons implémenter la logique qu'il y a ici. Je vais supprimer ça. Non, je vais le laisser. On ne sait jamais, ça peut peut-être créer des petits soucis. Donc là, je vais faire un clic droit. Promote to local variable. Je vais appeler ça L underscore engaged pawn screen location. Donc c'est la version locale de la variable qu'on a donnée en entrée. Ensuite, histoire de faciliter un petit peu les nœuds après, je vais faire CTRL W pour dupliquer cette variable et je vais appeler L viewport center location. Donc là, c'est la position du centre du viewport. Je crée une variable, pourquoi? Parce qu'on va faire appel beaucoup de fois à cette logique-là. Et c'est pour gagner un petit peu de temps. Donc get viewport size que je multiplie par 0,5, vous finissez par connaître la logique qu'il y a derrière. Donc là, c'est la position du centre de l'écran qu'on stocke dans une variable. Ensuite, ici, je vais créer une autre variable, cette fois-ci de type float, mais pas un tableau. Voilà. Et je vais appeler cette variable-là L underscore engage, donc c'est une variable locale, j'ai oublié de préciser, pawn dist to center. Donc c'est la distance du pawn qui est engagé, donc celui qu'on cherche à traiter par notre système. C'est la distance de ce pawn-là par rapport au centre. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez facile, on prend les deux variables que nous venons tout juste de créer, et on fait un distance de d. Donc je branche ça là, et je branche ça là. Donc là, c'est assez simple, hein. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a récupéré la position d'un pawn en particulier à l'écran, donc le pawn sur lequel on veut engager le système, donc engager le système de aim assist, pardon, et on va récupérer sa position à l'écran par rapport au centre de l'écran. Pourquoi? Tout simplement parce que, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il se trouve dans le rayon du headshot? Est-ce qu'il se trouve dans le rayon qui est engagé, donc le rayon jaune? Est-ce qu'il se trouve dans le rayon du cercle Sion? Et donc là, s'il est dans le cercle Sion, on doit bend le réticule, pardon. Donc on doit bouger le réticule pour adapter sa position, et ainsi de suite. Donc c'est en connaissant sa distance par rapport au centre qu'on connaîtra dans quel cercle il se situe. Donc là, maintenant que j'ai tout ça, tout ce qui me reste dans la suite de cette fonction-là, ce sera justement de vérifier à quelle distance est-ce qu'il se trouve. Donc premièrement, je vais mettre un branch. Voilà. Ici, je vais prendre son L engage pawn dist là, celui-là. Je vais faire un inférieur ou égal à bend zone radius. Voilà. Hop, je branche ça là. Ici, en fait, je vais vérifier est-ce que le pawn se situe dans la zone de bend. Donc, pour rappel, le bend zone radius, c'est une variable que nous avons créée juste avant, et la zone de bend, en fait, c'est la zone bleue. Donc, en fait, en gros, dans cette zone bleue, c'est seulement à partir de là que le réticule va bouger. Si on est en dehors de cette zone-là, il n'y a rien à faire. On ne bouge pas le réticule, on a juste à renvoyer la position du centre de l'écran. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, je vais mettre un return node. Voilà. Donc, il demande la nouvelle position du curseur. Donc, ici, on passe que si on se trouve dans la zone de bend, donc en dessous du rayon du cercle Sion. Si on est au-dessus du rayon du cercle Sion, on n'a donc rien à faire, et je vais faire appel à ma fonction viewport center location. Donc, si jamais on se trouve en dehors de la zone de bend, on voit la position du centre, le curseur n'a pas besoin d'être modifié. Ensuite, ici, je vais faire un autre branch. Donc, vous l'aurez deviné, pardon, on va faire beaucoup de branches. Donc, engaged pawn dist to center, inférieur ou égal cette fois-ci à la base shot radius. Voilà. Donc, le base shot radius, pour rappel, il s'agit de la zone jaune. Donc là, si jamais
le pawn se trouve dans cette zone jaune-là, ben en fait, on vise bien le pawn. Donc, on renvoie la position du pawn à l'écran. Donc, étant donné que le pawn se trouve dans la base shot zone, dans ce cas-là, on peut l'engager, c'est-à-dire que on peut placer la position du curseur à la position qui a été trouvée sur le pawn. Donc, si on a visé son bras droit, si son bras droit entre dans le cercle jaune, dans ce cas-là, on va viser le bras droit. Donc, pour rappel, hein, de base, un curseur fonctionne avec le centre de l'écran. Bah là, en fait, c'est un peu comme si toute cette zone-là, c'était le fameux réticule. Ensuite, si jamais on n'est pas dans la base shot, donc là, on a traité est-ce qu'on est en dehors de la zone bleue et est-ce qu'on est à l'intérieur de la zone jaune. Là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à traiter cette zone-là. Et cette zone-là, c'est une zone un petit peu particulière parce que c'est lorsque l'ennemi va entrer dans cette zone-là que nous allons commencer à déplacer le réticule pour adapter sa position et aider le joueur à viser. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? J'espère que je vais réussir à bien vous expliquer cette partie-là. Hop. Je vais créer une petite logique ici. Donc, accrochez-vous, ça risque d'être légèrement compliqué, ou peut-être pas, je sais pas. Je vais prendre un engage pawn ici, viewport ici. Je vais faire un moins, vector moins vector. Je vais faire un normalize 2D. Je vais mettre des commentaires quand même, histoire de vous aider un peu plus. Calcule le vecteur direction du centre vers la position du réticule corrigé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail tout de suite après. Ensuite, ici, je vais faire un base shot radius. Bon, je regarde mes notes parce que j'ai du mal à me rappeler un petit peu de la logique. Donc le base shot radius que je multiplie, hop, par un autre float. Je vais prendre le bend zone radius et le engaged pawn dist to center. Je vais faire un moins. Je vais brancher ça là et ça ici. Ensuite, je vais diviser ça par, je copie cette partie-là et le base shot radius. Voilà, je branche ça ici. Cette partie-là, je vais commenter. Calcule la distance du réticule corrigé par rapport au centre de l'écran. Voilà. Ensuite, ce truc-là, je vais multiplier par un float et je vais prendre le viewport center location. Voilà, et je vais mettre ça, je vais additionner ces deux-là. Ok, alors, comment est-ce que je vais vous expliquer cette partie-là? Je vais compiler et je vais lancer l'exécution et on va essayer de voir un peu si je peux imager ça ici. Donc là, en gros, on est en train de traiter la partie où l'ennemi se trouve entre le cercle cyan et le cercle jaune. C'est-à-dire que dès que l'ennemi va entrer dans le cercle cyan, on va commencer à déplacer le curseur jusqu'à ce qu'il arrive dans la zone jaune. C'est-à-dire, en gros, que la distance que va parcourir l'ennemi, donc là, je vais peut-être me mettre plus sur celui-là. Donc là, la distance que va parcourir l'ennemi pour aller du début du cercle cyan au cercle jaune, ça va être en fait, il va prendre le même temps pour aller de là à là que pour le curseur d'arriver du centre de l'écran au cercle jaune. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va arriver là, donc il faut que le curseur puisse être placé directement sur la tête de l'ennemi pour le coup. Donc dans cet exemple-là. En gros, le calcul que j'ai fait, c'est juste une sorte de calcul de proportionnalité pour dire, bon, écoute, l'ennemi a traversé tant de pixels depuis le bout du cercle cyan.
Donc du coup, si je convertis ça avec un petit peu de proportionnalité, donc des simples produits en croix, hein, ben, du coup, le réticule doit se déplacer de tant de pixels depuis le centre de l'écran vers l'ennemi, vers le point qui est visé chez l'ennemi. J'espère que vous comprenez. Alors, donc en gros, j'ai pris la position du centre de l'écran, ici, et j'ai ajouté le fameux vecteur de déplacement qui a été calculé ici en fonction justement de la position de l'ennemi à l'intérieur du cercle Sion. Donc voilà, j'espère vraiment que vous comprenez ça. On va passer à la suite. Donc maintenant que nous avons fini cette logique-là, donc pour rappel, dans l'event graph, on a déjà placé l'appel de la fonction ici. Donc ce qu'elle va faire, elle va poser la position du crosshair screen location. Donc là, je vais juste créer une nouvelle fonction assez rapide et je vais appeler ça get crosshair location. C'est une simple fonction qui, comme son nom l'indique, va renvoyer la position du crosshair. Donc ici, j'ai coché la case pure pour que ce soit une fonction pure, c'est-à-dire une petite fonction un petit peu comme celle-là, getViewPortSize. Il n'y a pas besoin de brancher de pin d'exécution ici. Ici, je vais faire appel à un return node et je vais venir brancher mon crosshair screen location. Donc c'est une petite fonction assez simple qui permet de récupérer la position actuelle du crosshair. Donc vous l'aurez deviné, c'est elle qu'on va utiliser pour le AC Wraith Gun. Donc là, je vais ouvrir le component AC Wraith Gun. Donc pour rappel, c'est le component qui gère l'arme à feu de Wraith. Donc ici, on a le Fire Primary Gun. Donc on fait appel à cette fonction-là lorsqu'on veut tirer une balle, tout simplement. Donc là, dans les variables, je vais ajouter une nouvelle variable. Je vais appeler ça, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme aiming system. Le type, ça va être un type AC aiming system. Donc en gros, c'est une variable qui va stocker notre système de aim assist. Donc l'avantage, c'est que du coup, on peut l'activer ou pas. Et donc ici, donc dans l'AC Wraith Gun, maintenant que nous avons ce truc-là, on va modifier la fonction find hit in word from crosshair. Donc cette fonction-là, ici, on va remplacer cette partie-là. Donc pour rappel, cette fonction-là, elle permettait de prendre la position du crosshair, donc le centre de l'écran à la base, et elle va lancer un rayon dans le monde pour vérifier jusqu'où est-ce que la balle doit aller. Donc pour le coup, je vais supprimer le centre, puisque cette fois-ci, nous ne voulons pas récupérer ce centre-là, nous voulons une position custom, en quelque sorte, qui est donnée par notre aiming system. Donc le screen position, je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça crosshair screen location. Donc, ce crosshair screen location, il ne nous reste plus qu'à peupler sa valeur. Donc, je vais aller dans l'event graph ici. Et là, au tout début du Fire Primary Gun, à chaque fois que l'utilisateur va vouloir tirer, on va faire appel au aiming system ici. Et on va lui dire, écoute, donne-moi un get crosshair location. Donc, donne-moi la position du crosshair et tu vas la mettre ici. Donc, il y a un abonné qui m'a demandé pour la vidéo précédente si on pouvait désactiver comme on voulait le système. Et donc, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. On peut dire, écoute, si le aiming system est actif, tu récupères la position du crosshair chez lui. S'il n'est pas actif, tu vas juste récupérer la position, get viewport size. Hop, le fameux calcul qu'on a dû faire 10 000 fois pendant cet épisode. Donc, je multiplie ça par 0,5. Voilà, je branche ça ici. Et comme ça, on lui dit, écoute, si jamais le système n'est pas actif, dans ce cas-là, on n'a pas de aim assist en place, on veut juste la position du centre de l'écran. Donc là, je vais double-cliquer là pour ajouter un regarde node, je branche ça là. Et comment est-ce qu'on va vérifier si le système est actif? On va voir en fait si cette variable a été initialisée. Vous allez voir qu'on va l'initialiser tout de suite après, d'ailleurs je vais le faire tant qu'à faire maintenant. Je vais aller dans le BP Player et je vais initialiser la variable ici. Donc, hop, begin play. Je vais prendre le AC Wraith Gun et je vais faire un set aiming system. Donc je vais mettre en place la variable aiming system et je vais brancher mon aiming system. Alors pourquoi est-ce que je procède comme ça? C'est juste une intuition, je vous avoue pour le coup, dans le sens où ici on a plusieurs acteurs components et chacun va lancer son begin play. Le souci c'est que on ne sait pas trop
dans alors, l'autre begin play ici, on ne sait pas trop dans quel ordre est-ce que les begin play vont s'exécuter. Peut-être que des fois, on va exécuter le wave gun en premier, et ici, on va demander le aiming system, et peut-être que le aiming system n'a pas été initialisé. Il va donc nous donner une erreur. Du coup, en fait, je passe par le begin play du player, parce que ici, si vous mettez votre souris sur le begin play d'un component ici, vous allez voir que on lance le begin play avant l'acteur qui possède ce component. C'est-à-dire que ici, le begin play du player va être lancé une fois que tous les components ont été initialisés. Donc, afin d'être sûr que le aiming system a bien été initialisé avant de le mettre dans le AC Wraith Gun, ben on le lance ici. Comme ça, au moins, quand on lance le begin play du player, on est sûr que le aiming system existe bien et que le Wraith Gun existe bien. Donc, je compile ça et je sauvegarde. Et donc là, si vous voulez ne pas activer le aiming system, il suffit de ne pas mettre en place cette variable-là. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc là, je remets ça, je compile, et de retour dans le AC Wraith Gun ici, comment est-ce qu'on va vérifier si ça a été mis en place? En général, on utilise un truc du genre isValid. Donc le isValid, c'est simple, il va juste dire est-ce que le aiming system a été initialisé? S'il a été initialisé, ok. Dans ce cas-là, lorsque je vais faire appel au Fire Primary Gun, on va récupérer la position du crosshair corrigé. Sauf qu'il y a une autre astuce qui permet de faire la même chose, c'est que vous voyez les trucs get, peut-être que vous ne savez pas, mais si je fais un clic droit dessus, et je fais Convert to Validated Get, ça fait exactement la même chose. Donc là, je branche ça là, ça ici, et ça ici, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Si on dit, écoute, tu as la variable aiming system, est-ce qu'elle contient quelque chose? Donc, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle a été initialisée? D'accord. Dans ce cas-là, tu récupères la position du crosshair. Si elle n'a pas été initialisée, dans ce cas-là, on n'a pas de aim assist et on fait appel toujours au centre de l'écran. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à aller dans le HUD. Donc, aiming system debug HUD. Et donc là, pour rappel, c'est le HUD qu'on a créé dans l'épisode précédent, et ce HUD-là, il permettait de dessiner tous les cercles ainsi que le crosshair. Donc là, par défaut, vous pouvez voir que le crosshair est placé au centre de l'écran, et nous, on va vouloir que ce crosshair bouge en fonction de notre système. Donc là, je vais supprimer ça, hop, je vais créer une nouvelle variable, tac, et je vais appeler ça crosshair main crosshair, parce qu'on va en faire plusieurs, location. Donc ici, on va placer le crosshair principal à une position donnée. Donc pour info, dans l'épisode précédent, on va attaquer la partie qui va consister justement à ne pas se placer uniquement sur le point que nous avons identifié sur l'ennemi, mais bien soit au base spot, donc sur son corps, soit au weak spot, c'est-à-dire sur sa tête. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à aller dans le AC Aiming System. Voilà, ici. Et donc là, je vais faire un petit branch. Oups, je mets ça là. Voilà, ici. Ce petit branch, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, est-ce que le debug est activé? Tac, ici. Et si le debug est activé, dans ce cas-là, on prend le debug HUD et je fais un set main crosshair location. Donc là, le main crosshair location, qu'est-ce que je branche ici? Je branche le fameux crosshair ajusté que nous avons calculé ici. Donc pour récapituler, ce qui se passe ici, on ajuste la position du crosshair si besoin, sinon on garde la position du centre de l'écran, et on balance cette nouvelle valeur dans le HUD, qui lui va récupérer ici pour dessiner le crosshair à la bonne position. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et donc là, quand je bouge ma caméra, vous pouvez voir que, hop, le crosshair commence à bouger dès qu'un ennemi entre dans la zone de bend, donc dans la zone du cercle Sion, et dès qu'il y a un autre qui passe devant, donc on donne la priorité à celui qui se trouve le plus proche du centre de l'écran. Donc là, si par exemple je tire, vous pouvez voir qu'on a bien touché un ennemi. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!